Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie des 7 principes de l'entraînement de force. Dans la vidéo précédente, on a vu les 3 principes essentiels à mettre en place dans ces entraînements de façon à progresser intelligemment et de façon linéaire vers ses objectifs, qui sont en rapport avec la calisthénie, la musculation, le powerlifting ou l'haltérophilie. On a donc parlé de spécificité, de surcharge progressive et de la gestion de la fatigue. Si tu n'as pas vu cette première partie, je te conseille fortement d'aller la voir, simplement parce que c'est essentiel d'appliquer ces 3 premiers principes avant de vouloir appliquer les 4 principes dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu peux aussi retourner la voir de façon à t'assurer que tu as bien compris toutes les informations qui s'y trouvaient. Et puis si c'est bon, on va pouvoir commencer. J'ai aussi une excellente nouvelle à t'annoncer, donc si tu veux savoir de quoi il s'agit, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Dans cette vidéo, on verra donc les 4 derniers principes de l'entraînement de force et on parlera notamment de la courbe stimulation, récupération et adaptation, des variations, des phases par potentiation et des différences individuelles. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Principe numéro 4, la courbe stimulation, récupération et adaptation. La courbe SRA, c'est un enchaînement de processus qui intervient pendant et après une séance d'entraînement. Et ici, en l'occurrence, c'est le processus qui nous permet de devenir plus fort de séance en séance, que ce soit grâce à des adaptations nerveuses ou musculaires. Car au cas où tu ne serais pas au courant, c'est pas pendant l'entraînement lui-même qu'on devient plus fort, mais bien pendant le laps de temps qui sépare 2 séances. C'est quand tu t'entraînes pas et que tu donnes l'opportunité à ton corps de se reposer en créant de nouvelles unités motrices ou bien de nouvelles fibres musculaires. Il y a donc 3 phénomènes notables qui interviennent pendant ce processus et on va les décrire un par un. Premièrement, la stimulation. C'est la période de temps pendant laquelle l'entraînement a lieu, ce qui va avoir un impact important à court terme sur ton corps et sa capacité à performer pleinement. Les conséquences peuvent aussi bien être au niveau musculaire qu'au niveau du système nerveux. Et généralement, les entraînements qui sont plus stimulants ont tendance à apporter des meilleures adaptations par la suite, même si c'est aussi généralement des entraînements qui altéreront tes performances pendant plus longtemps, donc la totalité du cycle stimulation, récupération et adaptation prendra plus de temps à être complété. Donc pendant et après ton entraînement, tu pourras observer une chute des performances qui peut durer jusqu'à plusieurs jours en fonction de l'ampleur de la stimulation. Ça, c'est la première étape. Ensuite commencera le deuxième processus, donc la récupération. Et elle débutera aussitôt après ton entraînement. En gros, ton corps va faire tout son possible pour réparer les dégâts qui ont été infligés, de sorte à ce que d'ici quelques temps, tu sois capable de performer au même niveau que ce que tu as fait précédemment. Pendant cette période, tu dois donc rester au repos et si jamais tu venais à t'entraîner alors que tu n'avais pas encore récupéré à 100% de tes capacités, ça aurait un impact évident sur tes performances. Donc tu ne serais pas capable de faire aussi bien que la dernière fois et pire que ça, si tu répètes ce processus alors que ta récupération n'est pas terminée, ça agira comme un cercle vicieux qui va tirer tes performances vers le bas continuellement. Et suite à la récupération arrive l'adaptation, donc dans un 3e et dernier temps. L'adaptation est mesurée par la différence de performance entre ta séance 1 et ta séance 2. Autrement dit, c'est les gains de force ou d'hypertrophie que tu peux observer et qui te permettent de t'élever légèrement au-dessus de ton point de départ. Ici encore, un entraînement qui applique la surcharge progressive alors que tes adaptations de la séance précédente ne sont pas terminées impactera directement tes progrès et interférera avec les adaptations que tu étais censé réaliser pendant cette période de repos. Pour résumer ce 4e principe, au lieu de s'entraîner de manière aléatoire et potentiellement entrer en interférence avec ta récupération et ton adaptation si tu t'entraînes pas au bon moment, donc que ce soit trop tôt ou trop tard, tu devrais avoir un plan précis de quand et comment appliquer la stimulation, donc l'entraînement, et laisser suffisamment de repos à ton corps pour qu'il puisse récupérer et s'adapter avant de s'entraîner à nouveau. C'est ce qui te permettra d'optimiser ta programmation et d'obtenir des résultats plus rapides. Par exemple, si tu réalisais ta première séance haut du corps le lundi et que tu enchaînais une 2e séance haut du corps le mardi alors que ton corps n'a pas terminé son processus de récupération et d'adaptation, c'est sous-optimal et tes performances ne seraient pas aussi bonnes que ce qu'elles auraient pu être si tu avais pris ton mal en patience et attendu 1 ou 2 journées de plus. À la place, tu devrais prendre le temps d'avoir entièrement récupéré avant de commencer une nouvelle séance d'entraînement. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps non plus, parce que les adaptations ne sont pas éternelles et si tu stimules pas tes fibres musculaires pendant une trop longue période, alors tes performances vont régresser. C'est exactement pour ça que lorsqu'on s'arrête de s'entraîner pendant un certain temps, nos performances sont moins bonnes que juste avant cette période d'arrêt. Donc la courbe SRA, elle peut agir comme un cercle vertueux si tu l'utilises au bon moment, et à l'inverse, elle peut agir comme un cercle vicieux si tu attends trop peu ou trop longtemps avant d'appliquer une nouvelle séance d'entraînement. Idéalement, tu passeras par une baisse de performance suite à un entraînement comprenant une surcharge progressive, puis un retour à la normale de tes performances grâce à la récupération, puis par une augmentation des performances grâce aux adaptations réalisées, et une fois le processus d'adaptation terminé, ce sera le moment de s'entraîner à nouveau et d'appliquer une nouvelle surcharge pour pouvoir répéter ce cycle semaine après semaine.
tiens à préciser que ce principe n'est pas aussi important que les 3 premiers principes. Donc la courbe SR1 n'est pas essentielle à intégrer. Une programmation peut être qualitative sans prendre en compte ce 4e principe, mais encore une fois, si on cherche à optimiser ses résultats, alors ce sera un détail important. Il existe de très bons athlètes qui s'entraînent sans appliquer ce principe, mais les meilleurs athlètes l'appliquent obligatoirement. Malheureusement, l'évolution et les adaptations possibles sont pas infinies. Autrement, on serait capable de prendre plusieurs kilos de muscles et de développer un potentiel de force constant et linéaire chaque année. Auquel cas, il nous suffirait de réaliser les mêmes exercices tout au long de l'année en ajoutant continuellement de la difficulté pour voir nos performances grimper encore et encore. Mais ça se passe pas de cette façon, et plus un pratiquant est avancé, plus ses gains seront infimes. C'est un phénomène qu'on appelle l'adaptation à la résistance, et ça se produit principalement chez les pratiquants intermédiaires et avancés. Et c'est exactement à ce moment-là qu'intervient le principe numéro 5, les variations. Que les choses soient claires, les variations ça consiste absolument pas à choquer les fibres musculaires, un terme qu'on entend régulièrement et qui n'est pas adapté à la situation. Mais alors qu'est-ce que c'est les variations? C'est le fait de manipuler différentes variables de l'entraînement dans un objectif de prévention des blessures ou bien pour optimiser les adaptations réalisées sur le long terme. Voici les différentes possibilités pour apporter des variations à sa programmation. 1. La modification du volume d'entraînement. 2. La modification de l'intensité d'entraînement. 3. La modification de la fréquence d'entraînement. 4. La modification de la sélection des exercices. 5. La modification du temps passé sous tension ou de la vitesse d'exécution. Si on veut obtenir les résultats les plus rapides sur le long terme, on doit absolument faire quelque chose pour contrer cette adaptation à la résistance, qui est le phénomène qui se produit et qui se renforce à chaque fois qu'on pratique un mouvement. Autrement, comme je l'ai expliqué, on pourrait s'améliorer à l'infini et devenir des machines dans plein de domaines. Par exemple, si tu as pour objectif d'améliorer ton front lever et que tu le travailles uniquement de façon isométrique, donc en statique, tu feras probablement de bons gains au début de ta programmation, mais plus les semaines passeront et plus les résultats seront infimes. Ça, c'est donc l'adaptation à la résistance. Et de façon à contrer ce phénomène et continuer à faire des adaptations, il va à un moment ou à un autre falloir que tu apportes des variations à ton entraînement. Il va donc falloir que tu sollicites ton système nerveux et tes fibres musculaires d'une façon différente, mais toujours de façon spécifique à tes objectifs, évidemment. Par exemple, tu pourrais utiliser une variation inférieure de façon à passer plus de temps sous tension, ce qui augmenterait le volume d'entraînement et réduirait l'intensité de ta séance. Ou bien tu pourrais utiliser un exercice dynamique de façon à te renforcer sur une plus grande amplitude. Tu pourrais aussi travailler aux anneaux pour ajouter un facteur d'instabilité. Tu pourrais travailler plus fréquemment avec moins de volume ou alors moins fréquemment avec plus de volume. Bref, il y a des centaines de façons de faire. Pendant cette période de temps où tu appliques un stress musculaire et nerveux différent, la résistance à l'adaptation diminuera, ce qui te permettra, lorsque tu retourneras sur le mouvement initial, donc pour notre exemple le front lever isométrique, d'être plus efficient et d'observer des gains notables. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente, la spécificité c'est la base, mais des fois être trop spécifique pendant trop longtemps, ça peut nous porter défaut, et apporter certaines variations à notre programmation d'entraînement peut être bénéfique. Parfois il faut savoir faire une pause pour pouvoir se concentrer sur d'autres aspects de sa pratique intelligemment avant de retravailler de façon plus spécifique sur son objectif. Parce que comme je te le dis souvent, en faire plus, c'est pas souvent la bonne solution. Ça nous mène la plupart du temps à la blessure, à la stagnation, voire même à la régression et aux pertes de motivation. Donc ça a absolument rien de bon. Donc si dernièrement tu as observé de bons résultats sur certains mouvements, mais qu'actuellement tu observes un plateau, c'est peut-être le bon moment pour apporter légèrement de variation dans tes entraînements, ou alors faire une pause sur ton objectif phare de façon à faire diminuer cette résistance à l'adaptation. Par contre, l'erreur qu'il faudrait absolument éviter, c'est de vouloir apporter trop de variations à ces entraînements et changer trop régulièrement les différentes variables. Parce qu'évidemment, si tu fais ça, ça sera beaucoup plus difficile d'appliquer une surcharge progressive et de quantifier ta progression. Le dernier point que je voulais aborder à ce sujet concerne plus particulièrement les risques de blessure. Parce que si tu fais le même exercice pendant plusieurs mois sans apporter de variation, les tissus conjonctifs n'auront pas l'opportunité de se régénérer puisqu'ils seront sollicités de façon régulière pendant une longue période de temps. Les variations permettent de réduire ce risque de blessure parce qu'en changeant la sélection d'exercices, par exemple passer du squat au front squat ou passer du développé militaire au pike push-up ou n'importe quel exercice qui engage les mêmes groupes musculaires mais pas de façon identique, ça modifiera la ligne de compression et les tensions appliquées aux articulations, aux tendons et aux fibres musculaires, ce qui permettra de favoriser la récupération et réduire le risque de blessure. Donc les variations peuvent être bénéfiques sur les adaptations réalisées sur le long terme, mais il y a deux choses à prendre en considération. 1. Si on réalise trop fréquemment des variations dans son programme d'entraînement, ça sera sous-optimal et ça ne nous permettra pas de faire des adaptations dignes de ce nom. Donc ce qu'il ne faudrait pas faire, ce serait par exemple d'ajouter chaque semaine un nouvel exercice dans sa routine, ça serait contre-productif. Et deuxièmement, si on apporte des variations, ça sera capital de se rappeler du premier principe, c'est-à-dire la spécificité. Donc toujours faire en sorte que la sélection d'exercices et les différentes variables de l'entraînement soient en cohérence avec l'objectif final et pas apporter des variations juste pour apporter des variations. Par exemple, si l'objectif c'est de gagner en force et que tu décides de changer ton programme pour passer sur des séries avec 15 répétitions ou plus,
t'es pas spécifique et du coup, c'est probablement pas un bon choix. Voilà pour ce qui est de ce 5e principe. On peut voir qu'il est loin d'être aussi important et essentiel que les autres, mais encore une fois, si on cherche à optimiser ses résultats, il a clairement sa place et il jouera également un rôle important, principalement pour continuer à évoluer sur le long terme. Principe numéro 6, les phases par potentiation. C'est un principe d'entraînement avancé qui peut être défini comme l'application d'une séquence logique de blocs d'entraînement de façon à promouvoir les meilleurs résultats sur le long terme. On parle donc de l'application de différents cycles d'entraînement visant à améliorer certaines qualités physiques ou certains aspects de sa pratique. La façon la plus répandue de mettre la potentiation en place en powerlifting consiste donc à réaliser un ou plusieurs cycles d'hypertrophie, puis de continuer avec un ou plusieurs cycles de force, puis de terminer avec un ou plusieurs cycles de picking visant à améliorer la technique du mouvement à réaliser en compétition. Et en calisthénie, on peut grandement s'en inspirer et appliquer plus ou moins le même schéma. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer ce 6e principe dans ses entraînements? Premièrement, parce que vouloir entraîner tous les aspects de sa pratique en simultané, c'est loin d'être optimal. Donc si tu travailles ta technique, ta force et ton hypertrophie dans une seule et même séance, c'est très probable que tu ne maximises pas tes adaptations et que tu passes à côté de certains gains, car le développement de toutes ces qualités physiques entre en interférence les unes avec les autres. Comme je te le répète souvent, mieux vaut en faire moins, mais le faire mieux. En tant que débutant, on a tendance à voir sa pratique sur le court terme, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et c'est une erreur que j'ai moi-même personnellement fait pendant très longtemps. À la place, tu devrais penser à moyen, long terme, c'est-à-dire de se projeter sur 3 mois à 1 an en fonction de la difficulté des objectifs que tu te fixes. Parce que très sincèrement, la plupart des mouvements avancés demandent plusieurs mois et même plusieurs années de pratique avant de pouvoir les maîtriser correctement. Donc plutôt que de vouloir travailler son hypertrophie, sa force, sa technique, sa souplesse, et puis son explosivité dans une seule et même séance, c'est plus intéressant de se concentrer sur une seule qualité physique et de la développer pendant une période de temps prolongée. Deuxièmement, l'ordre d'application des différents cycles permettra d'optimiser les résultats des cycles suivants. C'est pour cette raison qu'ils ont chacun leur importance et qu'il faudra les appliquer dans un ordre précis de façon à en tirer le maximum de bénéfices. Si on commence par un cycle d'hypertrophie, c'est qu'on sait qu'une masse musculaire plus importante permet l'expression d'une plus grande force par la suite. Donc une fois le cycle d'hypertrophie passé, on peut s'attaquer au cycle de force, qui aura pour objectif de créer des adaptations musculaires et nerveuses grâce à la nouvelle masse musculaire qu'on a développée au cycle précédent. Et pour terminer, on appliquera un cycle axé sur la technique, où l'objectif serait de perfectionner son exécution sur les figures et les mouvements complexes de la discipline. A contrario, commencer directement par un cycle technique alors qu'on n'a ni développé sa masse musculaire, ni développé sa force au préalable serait probablement contre-productif pour la plupart des pratiquants. Et de façon à ce que chaque modalité d'entraînement soit claire, je tenais à partager avec toi les points clés à respecter pour chaque cycle d'entraînement. On commence avec l'hypertrophie. L'objectif de cycle serait donc de gagner en masse musculaire et d'augmenter sa capacité de travail générale pour le cycle de force à suivre. L'idéal étant de conserver les adaptations nerveuses pendant les cycles de force et les cycles techniques qui ont pu être réalisés au préalable. C'est pour cette raison que dépasser les 12 à 15 répétitions pendant ce cycle n'est pas conseillé. Il faudra se concentrer sur les mouvements polyarticulaires de base avec possibilité d'ajouter des exercices d'isolation. En ce qui concerne le volume d'entraînement et les tranches de répétition, il faudrait viser au moins les 50 répétitions par groupe musculaire par entraînement et une tranche de répétition comprise entre 6 et 12 dans la majorité des cas. Pour finir, la durée peut varier entre 3 semaines et 6 mois en prenant compte que les débutants bénéficieront davantage de ces cycles d'hypertrophie et que la grande partie des adaptations peuvent être réalisées entre 2 et 3 mois pour les pratiquants intermédiaires. Maintenant on passe au cycle de force. L'objectif sera d'exploiter au maximum les nouveaux gains musculaires pour être capable de générer davantage de force. L'idéal étant de réussir à maintenir la masse musculaire précédemment acquise. L'attention sera toujours portée sur les mouvements polyarticulaires de base, mais cette fois-ci, les mouvements d'isolation seront limités, voire inexistants. En ce qui concerne le volume d'entraînement et les tranches de répétition, il faudra viser un minimum de 25 répétitions par groupe musculaire par entraînement et des tranches de répétition comprises entre 4 et 6 en moyenne. La durée des cycles peut varier allant d'un minimum de 3 semaines jusqu'à 6 mois. Et pour finir, les cycles axés sur la technique. L'objectif sera de perfectionner sa qualité d'exécution sur les mouvements techniques de la discipline. L'idéal sera de maintenir la masse musculaire et la force développée durant les cycles précédents. L'attention sera portée sur les objectifs du pratiquant, généralement les figures avancées, en gardant en tête qu'il est possible de complémenter les séances avec des mouvements de base ou bien d'isolation. Pour ce qui est du volume et des tranches de répétition, il faudra viser un minimum de 10 répétitions par groupe musculaire et par entraînement et des tranches de répétition comprises entre 1 et 4 répétitions ou alors entre 3 et 6 secondes pour ce qui est des exercices statiques. A noter que pendant ces cycles techniques, ça peut être intéressant d'augmenter la fréquence d'entraînement. La durée des cycles techniques peut varier allant de 3 semaines à 3 mois. Ils sont donc généralement plus courts que les 2 précédents. Il est également possible de consacrer un ou plusieurs cycles d'entraînement dédiés à la flexibilité. Tout dépendra de la nature de tes objectifs et de tes besoins personnels. Généralement, il interviendrait avant un cycle technique ou bien après un cycle technique.
Mais le fait de se trouver dans un cycle ou un autre n'oblige pas à réaliser uniquement un type d'effort. Par exemple, en cycle d'hypertrophie, c'est possible d'intégrer des exercices ayant pour objectif d'améliorer sa technique et vice-versa. Mais à chaque fois, c'est préférable d'avoir une majorité des exercices de son programme en lien avec la qualité principale qu'on cherche à développer à ce moment précis de notre programmation. On pourrait par exemple réaliser un cycle d'hypertrophie exclusivement focalisé sur la création de masse musculaire, mais c'est également possible d'opter pour 10 ou 20% de sa séance axée sur la technique, puis le reste sur l'hypertrophie, ou encore intégrer des exercices de flexibilité en fin de séance. Ici, la répartition va grandement dépendre de la nature de tes objectifs, étant donné qu'ils peuvent demander plus ou moins de technique ou de flexibilité. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec l'équilibre et les mouvements de souplesse, forcément. Bref, ces recommandations, elles sont assez généralistes et il est possible d'expérimenter avec différentes méthodologies. On arrive donc à la fin de ce 6e principe et on va aborder le 7e et dernier principe, les différences individuelles. Le principe des différences individuelles décrit qu'alors que chaque principe de l'entraînement qu'on a vu précédemment s'applique à absolument tous les pratiquants, chaque pratiquant répond de façon plus ou moins différente à chacun de ces principes. Par exemple, on sait que la surcharge progressive est essentielle à appliquer pendant ces entraînements pour progresser, mais la quantité de surcharge à appliquer peut varier d'un individu à un autre. Parce qu'on est tous différents et que c'est pas parce que ce que fait le voisin fonctionne pour lui actuellement que ça fonctionnera de façon identique pour nous. Il existe deux types de différences individuelles. Les différences interindividuelles. C'est la différence entre deux individus dans la façon dont ils répondent aux mêmes entraînements. Souvent, la génétique est le principal responsable de ces différences, mais les facteurs environnementaux jouent aussi leur rôle, comme par exemple la qualité du sommeil, la qualité de la nutrition, ou bien le niveau de stress général du pratiquant. Le deuxième type, c'est les différences intra-individuelles. C'est la différence entre le même individu à deux périodes différentes. Évidemment, la génétique sera identique, mais les facteurs environnementaux peuvent varier. Donc principalement le sommeil, la nutrition, le stress, mais aussi l'âge et l'expérience du pratiquant. T'imagines bien que si un pratiquant avancé réalisait le même entraînement que lors de ses premiers mois de pratique, il réagirait de façon totalement différente et il obtiendrait certainement pas les mêmes adaptations que celles qu'il a pu obtenir par le passé. Simplement parce qu'il sera expérimenté et qu'il aura besoin d'une stimulation plus importante pour progresser. Ce qui est important à comprendre, c'est que deux individus, ou bien même le même individu, ne réagira pas de façon identique à un même programme si on les réalisait à des périodes différentes. La plupart de ces différences individuelles trouvées sont répertoriées dans 5 catégories différentes. Première catégorie, le MRV. Différents athlètes et le même athlète à un moment différent peut avoir une capacité de volume d'entraînement maximal auquel il peut récupérer qui varie. Encore une fois, les facteurs environnementaux joueront un rôle important ici. Si la qualité de ton sommeil ou de ta nutrition est moins bonne, le volume maximum auquel tu es capable de récupérer sera probablement affecté. Deuxième catégorie, la dissipation de la fatigue. Certains individus seront capables de dissiper la fatigue plus rapidement que d'autres, ce qui peut modifier l'approche de la programmation avec une fréquence, une intensité et un volume d'entraînement plus ou moins élevé, des cycles d'entraînement plus ou moins longs et l'application d'une surcharge progressive plus ou moins agressive. Troisième catégorie, l'expérience du pratiquant. Les débutants, donc les pratiquants ayant 1 à 3 années d'expérience, bénéficieront davantage de cycles d'hypertrophie pour optimiser leur progression, ce qui signifie que leurs cycles d'hypertrophie pourront durer plus longtemps et que leurs cycles de force et de technique seront généralement plus courts. Les pratiquants intermédiaires ayant 3 à 6 années d'expérience bénéficieront également des cycles d'hypertrophie, mais ils sont censés avoir développé une masse musculaire conséquente, ce qui leur permettra d'exploiter pendant plus longtemps les cycles de force. Tandis que les pratiquants avancés auront probablement exploité la totalité de leur potentiel musculaire, et ils bénéficieront davantage de cycles axés sur la technique pour perfectionner leur exécution. Quatrième catégorie, la sélection des exercices. Pour les débutants, il sera important de se concentrer sur les mouvements polyarticulaires de base de façon à construire une fondation solide pour la suite. Concernant les pratiquants intermédiaires, il faudra capitaliser sur leurs points forts. Par exemple, si un pratiquant a davantage de facilité avec les exercices de tirage, il faudrait probablement s'orienter vers ces mouvements spécifiques et se focaliser dessus. C'est ce qui permettra d'obtenir les résultats les plus rapides. Pour les pratiquants avancés, au contraire, il faudra se focaliser sur les points faibles et les groupes musculaires qui limitent les performances de l'athlète. Par exemple, si la rétraction de l'omoplate est le point faible du pratiquant lors de la réalisation des tractions à une main, il bénéficierait probablement davantage de travail sur cette partie du mouvement. Cinquième catégorie, la morphologie. Chaque pratiquant a une morphologie unique. Les insertions musculaires, la longueur des os et la structure du squelette sera à chaque fois différente d'un individu à un autre. Et en powerlifting comme en calisthénie, ça aura un impact très important. Par exemple, si tu fais partie des morphologies longilines, c'est-à-dire que ton buste est proportionnellement plus court par rapport à tes membres, tu seras désavantagé pour réaliser des figures comme le front cleaver ou la planche, puisque la gravité agira en ta défaveur, étant donné que ton bras de levier sera plus long et que ton centre de masse sera plus éloigné de ton point de contact avec la barre.
C'est très peu probable de voir un champion de gymnastique mesurant plus de 2 mètres avec une morphologie longiligne, ou bien un joueur de basketball en NBA qui fait 1,50 m avec une morphologie bréviligne. Ta morphologie aura donc un impact plus ou moins important sur tes performances, et ça, malheureusement pour ce dernier point, mis à part l'accepter, on ne peut pas faire grand chose. Pour résumer ce 7e et dernier principe, ce sera important de prendre en considération toutes les différences individuelles lors d'une programmation d'entraînement. Donc que ce soit en rapport avec le volume maximum que l'athlète peut réaliser, sa capacité à dissiper la fatigue efficacement ou non, l'expérience de l'individu, la sélection des exercices en fonction de son expérience et la considération de sa morphologie. Tout ça, ce sera des détails qui peuvent faire la différence dans la programmation d'un athlète, même si très honnêtement, ce sera un faible pourcentage de la progression de l'individu. On arrive à la fin de cette deuxième partie de la vidéo. Je tenais à préciser que j'ai absolument rien inventé. Tous ces concepts ne sortent pas de mon chapeau et proviennent, comme j'ai déjà dit, du livre de Mike Israetel, Scientific Principles of Strength Training. Honnêtement, je peux que recommander son travail qui est excellent et ça m'a vraiment permis d'apprendre un tas de trucs sur le mécanisme et la science de l'entraînement de force. Il a aussi une chaîne YouTube où il est très actif, donc je mettrai le lien en description pour les gens que ça intéresse. Et comme je l'ai annoncé en début de vidéo, j'ai une excellente nouvelle à annoncer. J'ai décidé de modifier complètement la façon dont je faisais du coaching en ligne jusqu'à présent. J'ai tout remodelé de façon à proposer du coaching beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus suivi et beaucoup plus personnalisé. C'est sur ce projet que j'ai travaillé ces derniers mois et je suis vraiment content de ce que j'ai mis en place et fier de pouvoir proposer un tel service de coaching. Donc ça y est, c'est enfin prêt et c'est en ligne. Par contre, il n'y a que très peu de places de disponibles. Étant donné que je préfère travailler avec peu de personnes pour leur apporter un maximum de valeur et de connaissances. Donc si ça t'intéresse qu'on travaille ensemble et que tu veux en apprendre davantage, il te suffira de cliquer dans le premier lien de la description de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!